Boa tarde a todos e todas. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de recevoir ce public pour cette conférence, cette discussion, cet échange avec le professeur Serge Pogam. Je sais que c'est un privilège pour l'Université de São Paulo, d'un côté, de pouvoir organiser ces semaines françaises à la USP, de rapprocher intellectuellement, en tout cas au niveau des sciences sociales, qui sommes à l'origine de la constitution de notre réflexion dans le champ de la sociologie à l'USP, et dans un dialogue avec la France, sont constitutifs de l'histoire des sciences sociales dans cette université. Donc c'est une immense joie pour nous de pouvoir organiser ce genre d'événement et surtout que l'on puisse recevoir aujourd'hui le professeur Serge Pogam. Le professeur Serge Pogam nous donne le privilège d'être à la USP pendant toute cette année universitaire en tant que professeur invité, professeur international invité dans le cadre d'un programme donc de l'université. Le professeur collabore avec le département de sociologie. Il développe une discipline notable dans cette formation de troisième cycle universitaire pour nos élèves. Et pour nous, c'est une véritable référence intellectuelle. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous sommes ici parce que nous connaissons l'importance de la réflexion du professeur Serge Pogam et éventuellement quelqu'un qui nous entendrait peut-être à distance ou qui nous écoutera après coup. Eh bien, peut-être que vous serez curieux de savoir pourquoi nous sommes si motivés avec la perspective de cette discussion avec ce professeur, ce collègue. Le professeur Serge Pogam est central dans le champ de la sociologie, de la théorie de la sociologie, des études sur le travail, sur les inégalités, une référence sur la réflexion dans la formation de la pensée sociologique. Sa présence en Amérique latine n'est pas nouvelle. C'est une présence qui est relativement longue. Son travail a beaucoup influencé notre réflexion dans le domaine de la sociologie, des études du travail, de la précarisation, de l'emploi, de la désaffiliation. Ces livres ont été traduits en espagnol et seront bientôt traduits en portugais. C'est ce qui va se produire avec son dernier livre. Et au moment actuel, le professeur Pogam va nous offrir une réflexion dense qui est le fruit de nombreuses années de travail, notamment au sujet des relations entre l'individu et la société, l'intégration entre les individus et la société, des régimes donc de lien et d'attachement social, des questions qui sont très intéressantes, très chères à la sociologie. C'est donc un énorme plaisir de recevoir le professeur Pogam. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par les collègues qui ont organisé cette semaine pour faire cette présentation, cette introduction. Un honneur d'être aux côtés donc de mes collègues de la sociologie, de recevoir le professeur Pogam et donc d'introduire la discussion d'aujourd'hui. Le professeur va nous parler donc d'idées qui sont présentes dans un texte que certains d'entre nous avons pu recevoir déjà avant, qui s'appelle « Exploiter les inégalités relationnelles, l'apport de la théorie de l'attachement social ». Et je passe donc la parole au professeur Serge Pogam. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le consulat général de France à São Paulo, ainsi que tous les organisateurs de cette semaine franco-ouspienne pour l'invitation qui m'a été faite. J'ai la chance d'être en ce moment professeur invité à l'Université de São Paulo, dans le département de sociologie, pour un séjour de longue durée. Une année, en l'occurrence. Cette conférence s'inscrit par conséquent dans la dynamique de mes échanges avec les professeurs et les étudiants de cette université. Et j'y vois une occasion de plus de soumettre mes travaux à la discussion. J'aime beaucoup la langue portugaise et j'aime beaucoup aussi pratiquer la langue portugaise, mais pour faciliter notre communication, je vais maintenant vous parler en français. Mes travaux de recherche et mon séminaire d'études à l'École des hautes études en sciences sociales ont porté sur l'attachement social.
Et l'ouvrage que j'ai publié en février 2023, l'année dernière, aux éditions du Seuil, intitulé L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, en constitue une sorte de synthèse. Le cadre analytique de ce livre a déjà été confronté à la réalité de la société brésilienne. Ma collaboration avec Nadia, dans le cadre d'un programme de recherche comparative sur les liens sociaux, a abouti notamment à un article publié dans la revue Tempo Social, qui est la revue de l'USP, et nous avons ensemble défini des indicateurs synthétiques pour chacun des types de liens sociaux et pu ainsi comparer les grandes régions du Brésil. Ce travail était en quelque sorte une première tentative réalisée à une échelle macro-sociologique. Il sera prolongé par des recherches complémentaires et, je l'espère, par un colloque au cours du premier semestre 2025 en lien probablement avec le nouveau laboratoire international CNRS USP Monde en transition. Mais je voudrais surtout aujourd'hui revenir sur l'apport de la théorie de l'attachement social pour explorer les inégalités dites relationnelles. Le concept d'attachement est surtout connu en théorie de la psychiatrie. Il a été élaboré par le psychiatre John Bowlby dans la deuxième moitié du XXe siècle pour qualifier l'empreinte durable du lien originel de l'enfant à l'adulte en charge de lui procurer la sécurité dès les premiers mois de sa vie. Cette théorie continue de nourrir de nombreux travaux de recherche dans ce domaine. Pourtant, et c'est là le paradoxe, la notion d'attachement avait été définie bien antérieurement par Durkheim dans une perspective analytique différente. Le fondateur de la sociologie française voyait en effet dans l'attachement au groupe une des sources de la morale et, partant, une des conditions de l'intégration sociale. Il a parlé notamment de l'attachement au groupe dans son livre « L'éducation morale », qui était un livre qui était un cours qui s'adressait aux maîtres d'école, aux professeurs, pour justement définir ce que le maître devait transmettre en termes d'éducation morale. Et donc l'attachement au groupe était l'une des formes essentielles de la morale, de l'éducation morale, selon lui. Donc le concept d'attachement social, au sens sociologique, est donc complémentaire de celui de l'attachement au sens de la psychiatrie et de façon plus large de la psychologie. Dans mon livre, L'attachement social, j'ai tenté de montrer en quoi ces deux perspectives analytiques différentes peuvent dialoguer entre elles. Le sens que j'ai donné à l'attachement social renvoie aux différents types de liens qui attachent les individus entre eux et à la société. Le lien de filiation, qui est le lien évidemment entre des parents et des enfants, le lien que j'appelle le lien de participation élective, qui est le lien que l'on tisse entre conjoints, amis, des proches choisis dans le domaine associatif, le lien de participation organique, qui est le lien tissé entre acteurs du monde professionnel, et enfin le lien de citoyenneté entre les membres d'une même communauté politique. Il s'agit donc, à travers l'attachement social, d'analyser comment ces quatre types de liens s'entrecroisent en chaque individu pour permettre son attachement à la société, mais aussi comment les sociétés construisent et transforment les normes de cet entrecroisement. À travers le concept d'attachement, l'ambition est donc de mieux comprendre ce qui fait tenir ensemble les individus des sociétés modernes, mais aussi, à contrario, ce qui les fragilise. Autrement dit, penser l'attachement dans les sociétés modernes, c'est prendre en compte aussi bien la force et la permanence des liens sociaux que leur vulnérabilité et leur rupture.
la force de ces 4 types de liens sociaux est très inégale selon les individus, les communautés, les classes sociales et le genre. Après quelques rappels conceptuels, je tenterai, dans mon exposé, de montrer en quoi la théorie de l'attachement social contribue à renouveler l'approche des inégalités relationnelles. J'essaierai ensuite de souligner la spécificité de cette approche en la mettant en dialogue avec la théorie des réseaux sociaux d'une part et de la théorie du capital social de l'autre. Je vais donc commencer par quelques définitions préalables. Si Durkheim est bien l'inspirateur de cette théorie, depuis sa thèse sur la division du travail social jusqu'à ses écrits ultérieurs, les recherches que j'ai menées sur la pauvreté m'ont également servi d'aiguillon. C'est en effet en menant ces travaux sur la pauvreté que la problématique des liens sociaux m'est apparue comme centrale. Étudier les trajectoires des pauvres et leurs expériences vécues en France ou dans d'autres pays conduit inévitablement à examiner la fragilité et le risque de rupture des liens avec leur famille, leur entourage, leurs amis, leur communauté, le monde du travail et même les institutions de leur pays. De nombreuses enquêtes sociologiques ont permis, par exemple, d'étudier les effets du chômage, qui consacre déjà une rupture avec le monde professionnel, sur l'ensemble des liens. C'est ainsi que le risque de rupture cumulative a pu être évalué empiriquement. Rupture du couple, rupture avec la famille, aussi bien avec ses parents qu'avec ses enfants, isolement et retrait de la vie sociale, perte de confiance dans les relations professionnelles, éloignement des circuits administratifs et perte des droits sociaux. C'est en étudiant l'ensemble de ces ruptures que j'en suis venu progressivement à distinguer différents types de liens sociaux et à rechercher leurs fondements communs. Que perd-on vraiment quand on est confronté à la rupture d'un lien? Pourquoi la rupture d'un lien peut-elle entraîner la rupture d'autres liens? La réponse à ces questions a été déterminante pour élaborer le cadre analytique qui sert de base à la théorie de l'attachement social. La comparaison des formes élémentaires de la pauvreté a permis de vérifier l'hypothèse que les liens sociaux restent mieux à l'épreuve de la pauvreté dans certaines sociétés que dans d'autres. Dans les sociétés méditerranéennes, par exemple, les solidarités familiales jouent un rôle d'amortisseur du chômage que l'on ne trouve pas dans les autres pays européens, par exemple. Le livre « Les formes élémentaires de la pauvreté » est le résultat de ces recherches comparatives que j'ai pu mener, notamment en Europe, et ce livre, comme vous le voyez, a été traduit dans plusieurs langues. Ce qui montre que cette question des formes élémentaires de la pauvreté a suscité et continue à susciter une réflexion au-delà, bien sûr, de l'exemple européen et français. Autrement dit, le risque de rupture du lien de filiation est moins fréquent dans certaines sociétés que dans d'autres. À l'opposé, les chômeurs des pays d'Europe du Nord sont mieux protégés par les institutions de la protection sociale et perdent moins définitivement leur lien avec le monde du travail. Ces résultats ont ouvert la voie à une analyse comparative portant sur la constitution des normes relatives à ces différents types de liens sociaux et à leur entrecroisement spécifique dans chaque société. Ils ont permis de poser l'hypothèse de l'existence de plusieurs types de régimes d'attachement social. La recherche comparative qui a nourri ce livre a été l'occasion de vérifier de façon ample et plus systématique cette hypothèse. Mais revenons aux définitions conceptuelles. L'attachement social est compris comme le processus d'entrecroisement et de régulation des 4 types de liens sociaux que je vous ai énoncés un peu plus haut, tout à l'heure.
Entrons à présent dans la définition plus précise de ces liens et de leurs fonctions. Pour ce faire, nous pouvons retenir une première distinction. Les liens qui assignent à un groupe dès la naissance, la famille, le clan, la nation, et les liens qui relèvent d'une contractualisation, une participation volontaire à telle ou telle association ou profession, etc. Le lien correspond dans le premier cas à une communauté sociale qui préexiste à l'individu et de laquelle il dépend, dans le second, à une association d'individus autonomes. À cette première distinction, on peut substituer une seconde, plus complète, qui renvoie les liens sociaux à des sphères distinctes de la morale collective, en suivant le raisonnement de Durkheim. Ce dernier a insisté sur la morale domestique, la morale professionnelle, la morale civique, et n'a fait qu'effleurer la morale associative. Il est donc possible de mettre en relation chaque type de liens sociaux avec un type de morale. Ainsi, on peut affirmer que le lien de filiation relève de la morale domestique, le lien de participation élective de la morale associative, le lien de participation organique de la morale professionnelle et le lien de citoyenneté de la morale civique, comme vous pouvez le constater sur le tableau que vous avez sous les yeux. J'avais souligné également que chaque type de lien peut être défini à partir de deux dimensions que sont la protection et la reconnaissance. Les liens sont multiples et de nature différente, mais ils apportent tous aux individus à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence sociale. La protection renvoie à l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie, les ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales. La reconnaissance renvoie à l'interaction sociale qui stimule l'individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l'autre ou des autres. Chaque type de lien apporte ainsi à chaque individu une forme spécifique de protection et de reconnaissance. Alors on peut distinguer la protection et la reconnaissance en utilisant deux expressions courantes. C'est la protection renvoie à l'idée de compter sur et la reconnaissance à l'idée de compter pour. Compter sur et compter pour, voilà finalement ce qui est engagé dans chacune de nos relations, chaque type de lien que nous tissons à autrui. Nous cherchons et nous échangeons de la protection et de la reconnaissance dans nos échanges quotidiens. Bien sûr, nous n'avons pas forcément en tête cela à chaque fois que nous tissons des liens, mais il y a un enjeu de protection et un enjeu de reconnaissance qui est bien sûr tout à fait clair. Et on peut donc définir chacun des types de liens sociaux en accord avec ces formes de protection et de reconnaissance. Donc, compter pour, compter et compter sur et compter pour. Alors, je ne vais pas décrire tout le tableau, mais on peut voir effectivement que dans le lien de filiation, l'idée de compter sur, c'est bien sûr de compter sur la solidarité entre générations, c'est une protection rapprochée, alors que si on se place du côté de la reconnaissance, c'est compter pour ses parents, compter pour ses enfants, c'est une reconnaissance qui est émotionnelle et qui est essentielle pour se sentir véritablement exister socialement dans la famille. Si on se place du côté du lien de participation élective, on va encore voir que ce qui se joue entre conjoints, amis, des proches choisis, c'est aussi une solidarité de l'entre-soi, au sens de l'entre-soi, donc une protection également très rapprochée. Et on va retrouver dans la reconnaissance une forme d'idée de compter pour un entre-soi électif. Dans le lien de participation organique, du moins dans les sociétés salariales, on va retrouver l'idée de compter sur, c'est l'idée de compter sur la stabilité d'un emploi, ce qui assure, en tout cas dans les sociétés salariales, une protection contractuelle.
Être protégé, c'est d'avoir des droits qui sont inscrits dans le contrat de travail et qui protègent face aux aléas de la vie. Mais dans le monde du travail, évidemment, ce qui est essentiel pour l'équilibre de l'individu, c'est la reconnaissance que l'on peut retrouver dans le cadre des relations entre personnes qui échangent dans le monde du travail. Donc cette reconnaissance qui passe par l'estime de soi dans son travail, dans la production de son œuvre, qui passe par évidemment le salaire, la reconnaissance, le revenu que l'on tire du travail, c'est une forme de reconnaissance, et qui passe également par ce qu'on pourrait appeler tout ce qui relève des relations sociales, l'homo sociologicus par exemple. On peut, dans le lien de citoyenneté, retrouver encore de la protection et de la reconnaissance. La protection passe par les droits civils, politiques, sociaux, qui sont fondés sur le principe d'égalité entre des citoyens. Et bien sûr, la reconnaissance, elle est aussi dans le lien de citoyenneté, au sens où on reconnaît que l'individu est aussi un individu souverain. Je dis souvent, un pauvre a autant de reconnaissance dans une société démocratique que le riche, parce qu'effectivement, il est souverain et donc il a le droit de voter. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. On a dans le suffrage, on n'a pas toujours accordé le droit de voter aux plus pauvres, mais cela est le cas aujourd'hui. Cet apport du lien comporte donc pour l'individu une dimension affective sur laquelle Durkheim et après lui Elias ont beaucoup insisté. L'investissement affectif dans un nous est d'autant plus fort que ce nous correspond à l'entité, qui peut être aussi réelle qu'abstraite, sur laquelle et pour laquelle la personne sait pouvoir compter. C'est dans ce sens que le nous est constitutif du moi. Les liens qui assurent à l'individu protection et reconnaissance revêtent par conséquent une dimension affective qui renforce les interdépendances humaines. Ainsi défini, l'attachement ne peut être envisagé que sous l'angle d'un processus de socialisation de longue durée. Les liens sociaux se forment dans les interactions sociales dès les premières années de la vie d'un individu et s'enrichissent progressivement au fur et à mesure de sa participation à des sphères distinctes de la vie sociale, elle-même caractérisée par des formes variées de la morale collective. Cet apprentissage peut être perçu comme une contrainte, puisque le processus de socialisation implique l'intériorisation des normes et des règles de la vie sociale. Il existe évidemment de nombreux exemples d'imposition de ces dernières, l'individu n'étant évidemment pas toujours en mesure de les discuter et de les contester. Mais puisque les liens sociaux tels que je les ai définis dans le prolongement de Durkheim comportent une dimension affective, l'apprentissage ne peut toutefois pas être réduit pour autant à une imposition sous l'effet d'un commandement autoritaire. L'individu en apprentissage est un être de liaison qui apprend à tisser des liens avec différents groupes en s'y attachant. Et l'intériorisation des normes et des règles est d'autant plus profonde que l'individu bénéficie d'une éducation bienveillante et d'une relation pédagogique qui elle-même est source de liens. Autrement dit, l'apprentissage des liens passe par le lien lui-même qui apporte potentiellement des garanties de protection et de reconnaissance. C'est dans ce sens que j'ai proposé d'utiliser l'oxymore des liens qui libèrent, en soulignant que la définition sociologique de la liberté ne signifie pas l'absence de contraintes et que celles-ci peuvent être d'autant plus facilement acceptées que l'individu retire du sentiment d'être attaché aux autres et à la société un bénéfice pour lui-même. On retrouve le sens de l'affirmation de Durkheim quand il disait « Mais bien loin que l'individu ne puisse s'attacher à la société sans abdication totale ou partielle de sa nature propre, il n'est vraiment lui-même, il ne réalise pleinement sa nature qu'à condition de s'y attacher. » L'attachement social, en tant que processus d'entrecroisement de ces 4 types de liens, eux-mêmes porteurs de protection, comptés sur, et de reconnaissance, comptés pour, procure à l'individu, au moins virtuellement, une source de bien-être et d'émotion, en ce sens
Ce concept, tout en étant proche de celui d'intégration, s'en distingue néanmoins en y apportant un supplément de compréhension des mécanismes de formation des différents types de liens sociaux. J'en viens maintenant à une deuxième approche conceptuelle qui est dans le prolongement, qui est la définition de régime d'attachement social. Effectivement, la définition de l'attachement social ne s'arrête pas à la définition des 4 types de liens sociaux dont je viens de parler. Dans mes travaux, j'ai aussi parlé de régime d'attachement social. Et je disais tout à l'heure, le travail réalisé avec Nadia a permis de vérifier cette hypothèse, qu'il peut exister différents types de régimes d'attachement social, dont il faut ici que je rappelle le sens. Après avoir distingué plusieurs groupes auxquels les individus sont attachés, Durkheim s'est posé la question de la hiérarchie de ces attachements. Si l'on ne retient que les 3 principaux, selon qu'il définit, qu'il discute, lui il parlait de la famille, de la patrie et de l'humanité. Sa réponse est catégorique. Si chacun des 3 est vital, la patrie est, selon lui, un groupe social d'un ordre plus élevé, puisque la famille se confond souvent avec les intérêts de l'humanité et n'a pas d'organisation propre. Reste un terme trop abstrait pour lui associer à un groupe existant réellement. En plaçant ainsi la patrie au sommet, il fait du lien de citoyenneté et donc de la morale civique une sorte d'idéal à atteindre pour réguler le système normatif et assurer la cohésion sociale la plus aboutie. Cette conception est logique chez lui quand on connaît sa foi dans les idéaux émancipateurs de la République, mais elle n'en reste pas moins normative. Je propose donc de retourner la question, non pas de se demander quel groupe on doit placer une fois pour toutes en haut de la hiérarchie des attachements, mais comment les différentes sociétés hiérarchisent elles-mêmes ces groupes. Autrement dit, comment vont-elles organiser et réguler les fondements sociaux de la solidarité. Je propose de partir donc de l'hypothèse que chaque société, par son système normatif, en donne une version plus ou moins précise. Quand Durkheim me dit que l'État doit primer la famille, et quand je dis cela à des étudiants brésiliens, par exemple, ils sautent au plafond, souvent, parce que dire que l'État doit primer la famille, ça ne va pas de soi pour des étudiants brésiliens, parce qu'il y a une conception de la famille qui paraît essentielle, que rien n'est plus important que la famille dans une société comme la société brésilienne. D'ailleurs, ne dit-on pas que la famille, c'est la cellule de base de la société ? Si bien que la conception républicaine française de mettre l'État au-dessus de tout ne paraît absolument pas évidente quand on change de société. Et ce point-là me semble être la base d'une réflexion que l'on peut mener sur la hiérarchisation des sphères de la morale et des différents types de liens sociaux qui attachent les individus les uns aux autres et à la société. Et donc, un régime d'attachement social a pour fonction de produire une cohérence normative afin de permettre aux individus et aux groupes de faire société, au-delà de leur différenciation et de leur rivalité. Pour faire société, il n'est pas nécessaire, selon Durkheim, que les représentations collectives soient inscrites dans chaque conscience individuelle, la pluralité étant considérée comme une des caractéristiques fondamentales des sociétés modernes, mais il est important que certaines d'entre elles soient partagées par le plus grand nombre, sinon par tous. Et c'est le cas quand je dis la famille est une structure fondamentale de la société brésilienne, c'est que sur ce point-là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de contestations dans la société brésilienne, que les riches comme les pauvres attachent beaucoup d'importance à la famille. Bien sûr, il y aura certains contestataires, certains qui vont considérer que la famille ne doit pas avoir cette importance, peut-être dans certains groupes progressistes, mais la famille reste encore aujourd'hui dans la société brésilienne une structure de base, une cellule de base de la société. Alors, je pourrais prendre plein d'exemples ethnographiques que j'ai pu collecter depuis que je connais un peu le Brésil pour pouvoir aller dans ce sens, pour montrer à quel point les Brésiliens sont attachés à la famille. Mais ce n'est pas, ça va au-delà du Brésil, et je dirais que c'est à peu près la même chose dans tous les pays latino-américains.
Et donc, on pourra essayer de voir aussi s'il n'y a pas une influence de la religion, en particulier de l'histoire du Brésil, pour comprendre cette dimension. Donc, ces représentations peuvent être limitées. Une seule pourrait même suffire, mais elles doivent alors exercer une autorité sur les individus, s'imposer à eux, leur inspirer une forme spontanée de respect et d'attachement affectif. Le concept d'attachement social renvoie donc également à la régulation qui s'opère à l'échelon de la société dans son ensemble lorsqu'il s'agit de s'entendre non pas sur tout, évidemment, les conflits sont inévitables, mais sur un segment au moins de la morale collective afin d'assurer la cohérence de l'ordre normatif et de permettre ainsi aux individus de tisser des liens sans avoir à les opposer les uns aux autres et à promouvoir non seulement leur intégration sociale, mais aussi celle de la société dans laquelle ils vivent. L'attachement social, vous l'avez donc compris, est un double processus. L'un s'exerce depuis les individus par les liens qu'ils tissent entre eux et avec la société, l'autre depuis la société par les normes sociales et juridiques qu'elle élabore et hiérarchise et auxquelles les individus sont contraints de se conformer. Ce double processus recoupe au moins partiellement la distinction entre les deux concepts d'intégration et de régulation, distinction à laquelle Durkheim tenait beaucoup. Le premier renvoie à l'intégration des individus à la société, le second à l'intégration de la société. On pourrait poursuivre en disant que l'intégration à la société est assurée par les liens sociaux que les individus s'efforcent de construire au cours de leur socialisation, en se conformant aux normes sociales en vigueur, et que la régulation sociale procède de l'entrecroisement normatif de ces liens sociaux qui permet l'intégration de la société dans son ensemble. C'est ainsi qu'il est possible de rapprocher chaque société d'un régime d'attachement, ce qui justifie l'élaboration d'une typologie idéale typique comme cadre analytique opérationnel. Le principe de cette typologie repose sur l'hypothèse que le système normatif qui fonde un régime d'attachement social porte la marque historique et anthropologique de l'empreinte laissée par la prééminence d'un lien sur les autres. Cette prééminence se traduit notamment par la pénétration plus ou moins conséquente d'une sphère de la morale sur les autres, ce qui a pour effet, entre autres, de renforcer la cohérence normative globale du système social. L'enjeu consiste donc à passer d'une typologie des liens sociaux au sens de l'attachement des individus à des groupes à une typologie des régimes d'attachement social au sens de la régulation normative des liens sociaux dans les sociétés modernes. Dans chaque régime d'attachement social, les 4 types de liens peuvent avoir cette double fonction. Un lien attache l'individu au groupe, mais il a aussi une fonction de régulation au sens de la production d'un ensemble de règles et de normes susceptibles de se traduire par son extension de son influence aux autres liens jusqu'à infléchir leur conception normative initiale. Elle engendre des valeurs et des principes d'éducation morale susceptibles de se répandre dans l'ensemble de la société. Autrement dit, un lien régulateur est en quelque sorte un lien prééminent. Et quand je parle du lien de filiation comme le lien prééminent au Brésil, ce n'est pas une simple hypothèse, ça a été vérifié. À partir de cette enquête, et donc on peut voir effectivement ainsi les différents types de liens, à partir de cette définition préliminaire, j'ai défini 4 types de régimes d'attachement social, le régime de type familialiste, le régime de type volontariste, le régime de type organiciste et le régime de type universaliste. Le régime de type familialiste, vous avez compris, a pour caractéristique principale d'être régulé par le lien de filiation. Il se fonde prioritairement sur la morale domestique. Les pays latino-américains, le Brésil parmi eux, et les sociétés méditerranéennes en sont proches. Le régime de type volontariste est régulé par le lien de participation élective et repose sur la morale associative. Les pays les plus emblématiques sont les États-Unis, où la dimension associative est vraiment mise en avant comme facteur de cohésion du pays, mais on le retrouve aussi au Royaume-Uni.
Le régime de type organiciste repose sur la régulation du lien de participation organique et se nourrit de la morale professionnelle. La France, en particulier, en est très proche. Enfin, le régime de type universaliste se régule à partir du lien de citoyenneté et prend toute sa force à partir de la morale civique. Les pays scandinaves en sont un exemple. J'ai donc fait l'hypothèse, contrairement à l'affirmation de Durkheim, qu'il existe dans chaque société une matrice spécifique des liens sociaux que l'on peut observer en tant que telle afin de distinguer la hiérarchisation qui s'opère entre eux et par conséquent entre les différentes sphères de la morale. Voilà pour le cadre analytique. Maintenant, il s'agit de voir dans quelle mesure on peut en faire une lecture des inégalités et des luttes sociales. C'est la deuxième partie de mon exposé. Une fois posée donc cette définition de l'attachement social, il est possible d'analyser les trajectoires individuelles et d'étudier les événements, les difficultés et les crises qui se traduisent par des ruptures provisoires ou définitives de ces liens. Ces dernières peuvent se produire dès la petite enfance, parfois au moment de l'adolescence, ou plus tard, à l'âge adulte. Elles peuvent se manifester dans toutes les classes sociales, aussi bien pour les hommes que pour les femmes que pour les hommes. Personne n'est vraiment définitivement à l'abri, mais les possibilités de s'en prémunir ne sont pas les mêmes selon les groupes sociaux et les sociétés. Il en résulte de profondes inégalités entre les êtres humains. L'attachement social est par conséquent un processus inégal. Je voudrais vous montrer ici une figure qui est un travail que j'ai réalisé dans une enquête à Strasbourg, où nous avons mené une enquête auprès des habitants de Strasbourg et dans laquelle nous avons interrogé ces habitants sur les différents types de liens qui les rattachent à la société en croisant des éléments de protection et de reconnaissance pour chacun des types de liens. Et vous voyez que finalement, quand on croise, alors il y a plein de résultats de cette enquête, mais l'un d'entre eux me semble tout à fait pertinent, et vous le voyez déjà ici, quand on croise les différents types de liens et le niveau d'éducation, le niveau de scolarité, entre le primaire, le secondaire ou le supérieur, on voit très nettement que sur chacun des types de liens, le fait d'avoir fait des études renforce finalement chacun des types de liens sociaux. Et on aurait pu penser, par exemple, que c'est assez logique pour le lien de participation organique, puisqu'il renvoie au monde du travail. Un diplôme élevé va effectivement renforcer la position professionnelle. Mais ce qui était surprenant, c'est de constater que cela est vrai aussi pour les autres types de liens. C'est donc quelque chose qui montre à quel point les différents types de liens sont inégaux. Et c'est bien que quand on a fait le moins d'études possible, que finalement on se retrouve avec le moins de types de liens sociaux. C'est-à-dire que selon le niveau d'études, on est moins bien attaché aux autres et à la société. Donc on a là un processus d'inégalité fondamentale qui permet, si on veut, d'étudier la surface, parce que vous avez des losanges, donc on peut très bien, et je l'ai fait d'ailleurs, calculer la surface de l'attachement social d'un individu qui n'a que le niveau d'éducation primaire. Et on peut calculer la surface d'attachement social d'un individu qui a effectivement poursuivi ses études dans le supérieur. Et on voit donc ces inégalités sont fondamentales. Alors on peut faire la même analyse en prenant les classes sociales, les différents types de quartiers, et on voit effectivement que ces liens sociaux sont profondément inégaux. Donc dans chaque société, la pauvreté, qui est souvent le plus souvent le résultat de ces ruptures cumulatives, frappe une frange plus ou moins large de la population. Mais au-delà de son intensité, cette pauvreté présente aussi des formes spécifiques selon le type d'entrecroisement normatif des liens sociaux, autrement dit, selon le type de régime d'attachement social. Alors je voudrais vous parler maintenant de cette mosaïque. Alors c'était une mosaïque qui a été reprise sur la couverture de mon livre, L'attachement social. J'ai essayé en recherche, j'ai souvent cherché à une représentation graphique de cet entrecroisement des liens sociaux.
Et en visitant le palais de l'Alhambra, qui est un magnifique palais, que si vous ne l'avez pas visité, il faut y aller un jour. Ce palais de l'Alhambra comporte une salle qui est tapissée par cette mosaïque. Si vous rentrez dans cette salle, vous êtes envahi par un sentiment d'universalité. Vous voyez que tout est attaché, tout peut être attaché, tout est relié finalement. Et c'est ça l'esprit. Il y avait une dimension bien sûr spirituelle dans cette conception. Mais regardez bien comment est faite cette mosaïque. C'est tout à fait magnifique. C'est la superposition de carrés et de losanges. Alors, pourquoi je vois de l'entrecroisement des liens sociaux? Bien sûr, je pense que ceux qui ont conçu la mosaïque n'avaient pas en tête le cadre analytique de la théorie des liens sociaux. Absolument pas. C'est mon invention, évidemment. C'est mon délire personnel. Mais j'ai pris cette photo avec un simple appareil un portable et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire mes petits carrés, mes petits losanges. Et j'ai donc considéré que chacun des segments du losange représentait un type de lien social, un type de lien social. Et donc ainsi, on peut considérer que les carrés pourraient représenter des unités sociales, des individus ou des groupes, et que chaque segment du losange représente un type de lien. Si bien que si vous projetez ainsi tous les losanges sur les carrés, comme le veut cette mosaïque, ben vous arrivez à cet entrecroisement inégal des liens sociaux. C'est-à-dire que vous voyez que le cœur de la société, j'imagine que ça c'était une société qui regroupe donc le carré central qui est entouré, vous voyez, d'un trait foncé, un trait gras. Vous voyez effectivement que chacun des carrés comporte les 4 dimensions différentes, les 4 segments différents des liens sociaux. Et si vous allez au-delà de ce carré, vous voyez que au-delà de ce carré central, vous voyez que les autres petits carrés qui sont à la périphérie ne comportent pas exactement les mêmes types. Tous les types de liens sociaux. Vous avez des carrés qui n'en comportent que 2 et des carrés qui n'en comportent qu'un. Alors, c'est intéressant parce que j'ai fait travailler des étudiants et même des lycéens sur ce graphique, et puis je leur demandais, mais finalement, quels sont les groupes sociaux que vous pourriez imaginer à la périphérie de cette société? Donc, ils commençaient à y réfléchir, et puis certains disaient, oui, les sans-abri. Alors, quels sont les liens des sans-abri? Alors, les sans-abri, ils faisaient eux-mêmes l'analyse en disant, oui, les sans-abri, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'emploi, donc ils n'ont déjà pas ce lien de participation organique. Ils sont souvent détachés, en rupture avec leur famille, ils n'ont pas ce lien de filiation. Ils sont pas inscrits sur des listes électorales, ils vont pas voter pour la plupart d'entre eux, donc ils sont loin des institutions. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait leur rester comme lien? Peut-être les liens qu'ils constituent entre eux, dans des petites communautés. Si vous allez à la Cracolande, vous voyez qu'il y a une communauté de personnes qui vivent entre eux dans une grande marginalité. Mais on voit que ce qui les rattache à la société, c'est ce lien qu'ils peuvent constituer avec des personnes qui vivent dans la même façon que dans une grande pauvreté. Donc on pourrait réfléchir comme ça. Alors bien sûr c'est une représentation, ça n'a pas d'autre fonction que de faire réfléchir, mais en tout cas cette présentation me semble avoir l'avantage de montrer qu'il y a un entrecroisement inégal dans une société et qu'on peut effectivement appréhender cet entrecroisement inégal de cette façon. Il est possible également d'utiliser le cadre analytique de l'attachement social pour étudier des configurations plus complexes, notamment les cas où les liens ne procurent pas aux individus toute la protection et toute la reconnaissance qu'ils pourraient en attendre. Il s'agit des liens qui fragilisent, reconnaissance sans protection, des liens qui oppressent, des protections sans reconnaissance, l'ensemble de ces liens insatisfaisants traduisant des formes de domination et d'anxiété qui caractérisent les rapports sociaux. C'est aussi dans cet esprit de mettre à l'épreuve la théorie de l'attachement social qui m'a semblé nécessaire
de revenir par exemple sur le concept de disqualification sociale que j'avais élaboré dans mes premières années de recherche sur la pauvreté, ne fût-ce que pour l'enrichir d'un regard nouveau et réflexif. Enfin, en adoptant le cadre analytique de l'attachement social, il a été possible d'analyser les mouvements sociaux, notamment dans le monde du travail, et des formes de protection, des formes de compensation et de résistance que trouvent les personnes en fragilité ou en rupture de liens sociaux, notamment dans les quartiers pauvres. La question des conflits peut être également traitée sous l'angle des liens sociaux et la théorie de l'attachement social. Ce que nous apprennent vraiment les conflits, c'est que leur succès dépend en grande partie de la capacité à mobiliser d'autres liens que ceux pour lesquels la lutte est engagée. Ainsi, si les luttes sociales se forment autour de la conquête ou de la défense de liens spécifiques, elles s'expriment pleinement dans un mouvement d'entrecroisement des liens sociaux qui leur assure de meilleures chances de succès. Je l'ai dans le livre, j'ai fait pris plusieurs exemples historiques sur des luttes ouvrières, par exemple, pour montrer à quel point l'entrecroisement des liens sociaux dans les luttes explique le succès des luttes. Le tissage des liens sociaux est donc à l'œuvre dans les conflits aussi. Nous avons pu vérifier également, à partir des luttes et des mouvements engagés en Amérique du Sud, pour l'accès à la terre, par exemple, ou aux droits de citoyenneté, mais aussi à propos des conflits du travail et des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, fondés sur le principe du community organizing. Mais les conditions ne sont pas toujours réunies pour que les mouvements de grande ampleur puissent être organisés. Dans de très nombreux cas, les ressources préalables sont trop faibles pour prétendre combattre une injustice ou corriger des inégalités. Cela ne veut pas dire que les plus pauvres ne peuvent qu'abdiquer et se soumettre à la domination qu'ils subissent. Au contraire, les exemples issus d'enquêtes menées dans les quartiers pauvres d'hier et d'aujourd'hui permettent de montrer que les liens sociaux, même lorsqu'ils sont fragilisés, peuvent constituer des ressources pour survivre. L'entre-soi des quartiers pauvres est tout autant l'effet des inégalités spatiales qui condamnent les plus démunis à la relégation dans des zones circonscrites et souvent disqualifiées de la ville, que l'expression d'un mode de vie fait de résistance au quotidien. Les liens sociaux locaux sont des cocons protecteurs face à l'extérieur du quartier, mais parfois aussi face à certains autres groupes du quartier dont il convient de se désolidariser. Ces luttes au sein des quartiers pauvres existent aussi bien en France qu'aux États-Unis, et elles sont sans doute plus massives et donc plus visibles encore en Amérique du Sud, Amérique latine, au Brésil en particulier. Et je voudrais signaler ici l'enquête que je mène avec des étudiants brésiliens, une enquête qui commence dans le quartier de le Jardim San Remo. Nous avons commencé à rencontrer des habitants et l'enquête se prolonge et je suis vraiment enchanté de voir à quel point nous trouvons beaucoup de résultats intéressants sur les liens sociaux, sur les aspirations aussi des habitants, parfois à renforcer des liens sociaux d'une façon ou d'une autre. Alors, les inégalités de classe peuvent aussi être éclairées par la théorie de l'attachement social. La rupture inégale des liens sociaux a été étudiée en prenant en compte la catégorie socio-professionnelle. Les liens qui oppressent et les liens qui fragilisent s'inscrivent aussi, je l'ai montré, dans les rapports sociaux de classe et dans les régimes d'attachement social, l'effet de la structure de classe ressort de façon très significative. En réalité, la théorie de l'attachement social ne peut être envisagée indépendamment d'une analyse des classes sociales. Ce qui attache ou divise les individus et les groupes les uns aux autres est le plus souvent le reflet des inégalités de statut et de position sociale susceptibles de se traduire par des formes de domination et de conflit. Les liens sociaux sont de forces diverses selon les classes sociales. Les enquêtes ont permis de vérifier que les ouvriers en France ont la plus forte probabilité de connaître une rupture de ces liens, quel que soit leur type, et que cette probabilité diminue au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Les rapports de genre occupent une place importante dans ces recherches. Ils se manifestent d'ailleurs souvent sous la forme d'une imbrication des rapports de classe et parfois aussi de race. En étudiant les régimes d'attachement social, j'ai relevé à plusieurs reprises qu'ils sont le reflet des inégalités de genre.
c'est dans le régime d'attachement familialiste qu'elles apparaissent les plus intenses et dans les régimes d'attachement volontaristes et universalistes les plus faibles. Lorsque le système normatif consacre une nette prééminence du lien de filiation sur les autres types de liens, la division du travail entre les sexes y est forte, les femmes vouées à la sphère domestique et au travail du care étant considérées comme une variable d'ajustement. J'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, celle qui va essayer de mettre justement en discussion cette théorie de l'attachement social avec d'autres théories, et notamment la théorie des réseaux sociaux et la théorie du capital social. Qu'est-ce qui distingue ces théories les unes des autres? Je ne cherche en aucun cas, bien sûr, à invalider ces théories et les méthodes sur lesquelles elles s'appuient. Analyser les interactions sociales telles que l'envisage la sociologie des réseaux ne s'oppose en aucun cas à la théorie de l'attachement social, qui étudie elle aussi comment les liens sociaux se constituent au cours de la socialisation. Mais alors que les spécialistes des réseaux partent d'une définition large et ouverte des relations concrètes entre les individus, la théorie de l'attachement social s'efforce de distinguer les liens sociaux selon les sphères spécifiques, normatives spécifiques de la morale collective dans laquelle ils s'inscrivent. La théorie de la force des liens faibles, de Granovetter, qui est un célèbre chercheur qui a effectivement beaucoup avancé sur cette théorie de la force des liens faibles, par exemple, ne peut être confondue avec celle que je mobilise dans mes travaux. Pour Granovetter, la force d'un lien est une combinaison probablement linéaire de la quantité de temps, de l'intensité émotionnelle, de l'intimité, la confiance mutuelle et les services réciproques qui caractérisent ce lien. Un lien fort relie donc des individus qui éprouvent réciproquement une forte attirance mutuelle, ce que l'on désigne généralement par l'expression bonding, littéralement s'agréger, au sens d'un entre-soi particulièrement soudé. À l'opposé, un lien faible relie des individus qui sont en contact et dont la relation principale se résume à un échange d'informations ou à une influence réciproque, ce que l'on désigne alors par l'expression bridging, littéralement établir des ponts. Selon cette définition, les ponts sont toujours des liens faibles, mais leur rôle est fondamental pour permettre la mobilisation d'un groupe large. Selon la théorie de l'attachement social, la force d'un lien doit s'apprécier différemment selon chaque type de lien, puisque chacun d'entre eux renvoie à un système normatif spécifique. La force ne se mesure pas uniquement dans la relation interpersonnelle, mais dans l'attachement au système social lui-même que rend possible ou non l'ensemble des relations interpersonnelles s'inscrivant dans des sphères normatives distinctes. Le lien tel que je l'entends est un lien au sens de Durkheim, de l'attachement à la société, ce qui implique de prendre en compte le système normatif qui le fonde en faisant l'hypothèse que les individus sont plus ou moins contraints de s'y conformer pour être réellement attachés entre eux et à la société. La théorie de l'attachement social conduit également à dialoguer avec la sociologie du capital social, qui recoupe au moins partiellement la sociologie des réseaux sociaux d'ailleurs. Sans prétendre en faire une synthèse exhaustive, je me contenterai ici de reprendre les travaux connus, régulièrement cités dans la littérature sociologique, ne fût-ce que pour dégager les spécificités du concept d'attachement social. Tel que nous le définissons, celui-ci se décline aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Il renvoie en effet à la fois à la propriété de l'individu qui dépend en grande partie des conditions de sa socialisation, ce qui aboutit au processus par lequel l'individu est pourvu fortement ou faiblement des 4 types de liens et à une propriété de la société dans son ensemble qui encadre, contrôle et régule ces conditions en référence à différentes sphères de la morale. Si l'on se réfère à la première partie de la définition, le concept d'attachement peut paraître assez proche de celui de capital social tel que Pierre Bourdieu l'a élaboré. Si l'on se réfère à la seconde partie, il peut sembler assez compatible avec celui défini par Robert Putnam dans ses travaux,
sur notamment Bowling Alone, qui est un livre important publié aux États-Unis. Il est donc utile de confronter ces différents cadres conceptuels. J'en commence par Pierre Bourdieu. Bien que Pierre Bourdieu y fasse référence, le capital social n'est pas un concept central dans son œuvre. Il faut attendre le début des années 80 pour qu'il y consacre un très court article modestement intitulé « Le capital social, note provisoire ». C'est 2 pages. Mais ce sont 2 pages qui sont tout le temps citées dans le monde entier quand on parle du capital social selon Bourdieu. C'est quand même incroyable d'avoir fait 2 pages et d'être ainsi donc repris à ce point. Ce sont ces recherches sur la classe dominante qui le conduiront à associer le capital social comme 3e forme de capital aux côtés du capital économique et du capital culturel. Il en donne alors la définition suivante que je vais vous lire, un peu longue, un peu dans le style Bourdieu, assez complexe, comme toujours, mais je ne peux pas ne pas vous citer cela. Le capital social est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance, ou en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes, susceptibles d'être perçues par l'observateur, par les autres ou par eux-mêmes, mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. Ces liaisons sont irréductibles aux relations objectives de proximité dans l'espace physique, géographique ou même dans l'espace économique et social, parce qu'elles sont fondées sur des échanges inséparablement matériels et symboliques dont l'instauration et la perpétuation supposent la reconnaissance de cette proximité. Le volume du capital social que possède un agent particulier dépend donc de l'étendue du réseau des liaisons qu'il peut effectivement mobiliser et du volume du capital économique, culturel et symbolique possédé en propre par chacun de ceux auxquels il est lié. Selon cette définition, le capital social n'est jamais vraiment indépendant, donc, du capital économique et du capital culturel. Il agit comme un multiplicateur de ressources et on comprend pourquoi Bourdieu l'utilise surtout en pensant aux catégories supérieures déjà détentrices de capitaux en propre et qui ne demandent qu'à s'accroître. Certes, l'attachement social est un processus qui procure des ressources aux individus. Être attaché à des groupes et à la société dans son ensemble, apporte généralement le confort matériel et symbolique d'être protégé face aux aléas de la vie et reconnu en tant que personne utile à l'ensemble en fonction de sa propre valeur. Par ailleurs, tout comme le capital social, l'attachement social n'est jamais donné une fois pour toutes et nécessite un travail de conquête, d'entretien et de résistance. On ne saurait pour autant confondre les 2 concepts. Le capital social trouve sa place dans une théorie générale des capitaux et des formes de distinction et de domination, alors que l'attachement social vise à expliquer les formes et les fondements de la solidarité humaine en soulignant tout autant ce qui les fortifie que ce qui les entrave et en prenant en compte non pas seulement les catégories supérieures dans leur stratégie d'accumulation des capitaux, mais l'ensemble des groupes sociaux et en particulier les populations les plus exposées aux ruptures cumulatives des liens sociaux. Le concept de capital social prend un sens totalement différent avec Robert Putnam, qui en fait un attribut de la société. Ce qui intéresse avant tout ce sociologue et politologue américain, c'est la culture civique qui, dans son esprit, conditionne la démocratie. Cette tentative de définir le capital social est une propriété de la société, n'est pas donc irrécevable. On peut très bien reconnaître l'intérêt de porter l'analyse à un niveau qui dépasse l'individu et qui relève des formes d'interaction encadrées par des normes sociales. En ce sens, le concept d'attachement social peut sembler assez proche de celui de capital social ainsi défini sur au moins 3 aspects. Premièrement, l'attachement social articule lui aussi le niveau individuel et le niveau collectif. Il peut en effet être comparé à une ressource de l'individu inégalement répartie, mais aussi une ressource du système social lui-même, mobilisable à l'échelon d'une vaste communauté par des liens qui attachent les individus.
Deuxièmement, aussi bien dans cette définition du capital social que dans celle de l'attachement social, l'approche est relationnelle. Dans le capital social défini par Putnam, il s'agit de connexion et de confiance réciproque entre les individus, tandis que l'attachement social repose sur l'entrecroisement de différents types de liens sociaux. Enfin, le capital social tel que l'entend Putnam et l'attachement social sont deux concepts qui se réfèrent à des normes sociales auxquelles les individus doivent se conformer. Putnam parle de normes de réciprocité ou de réciprocité généralisée, alors que l'attachement au groupe au sens de Durkheim correspond à une contrainte normative se déclinant selon différentes sphères de la morale. Mais sous ces apparentes similitudes, ces deux concepts divergent fortement. Alors que le capital social de Putnam est défini de façon globale, comme une caractéristique d'une vaste communauté, l'attachement social renvoie à des sphères différentes, distinctes de la morale, qui ne s'additionnent pas et que l'on ne peut donc pas englober. L'individu est censé s'y conformer pour être attaché à différents groupes et le système social régule ces différentes sphères en leur attribuant une valeur qui ne peut varier selon les contextes, d'où la possibilité de distinguer, différents régimes d'attachement. Ainsi, contrairement à l'approche de Putnam qui se fonde sur un index systématique de capital social, il ne peut être envisagé un seul index pour l'attachement social. Dans cette perspective, on parlera d'entrecroisement de plusieurs types de liens et non d'une échelle unique, laissant ainsi la possibilité d'analyser des configurations variées, aussi bien à l'échelle de l'individu qu'à celle de la communauté plus vaste. De même, à l'échelle d'une communauté ou d'une société dans sa totalité, on ne saurait se contenter d'un score global d'attachement social selon que chacune se caractérise soit par la prééminence d'une sphère de la morale sur les autres, soit par une combinaison spécifique de ces différentes sphères. Il revient donc aux sociologues d'étudier ces cas spécifiques en les comparant et en recherchant les facteurs qui peuvent les expliquer. Enfin, en distinguant plusieurs types de liens sociaux, nous nous inscrivons dans une logique de différenciation des sphères normatives de l'attachement au groupe et à la société, ce qui nous permet d'intégrer dans notre approche la sphère de la famille, le lien de filiation, la sphère professionnelle, le lien de participation organique, étonnamment absente de l'analyse de Putnam. L'intérêt du concept d'attachement social n'est ni de s'intégrer à une théorie globale des capitaux, telle que Bourdieu l'a conçue, ni d'élaborer un indicateur homogène global de capital social permettant de hiérarchiser les performances sociales des sociétés, comme Putnam l'a envisagé. En revanche, il permet de repérer des variations entre elles selon les modes de régulation des liens qui leur sont propres. J'en arrive à quelques mots de conclusion. D'une manière générale, on pourrait sans doute dire que l'approche que je vous ai présentée relève d'une forme de structuralisme. Mon Dieu, le grand mot, structuraliste, puisqu'il s'agit d'étudier la structuration des sociétés modernes à partir de la matrice spécifique des liens sociaux qui les caractérisent. Dans cette matrice, ce qui importe, c'est de bien comprendre le rapport que les différents types de liens entretiennent entre eux. L'hypothèse de la prééminence de l'un d'entre eux dans chaque société a été facilement démontrée empiriquement. On l'a fait déjà avec Nadia, je l'ai complété dans le livre, mais il faut aller encore plus loin. Ce qui m'a fasciné a été de constater que non seulement un type de lien assure un ascendant sur les autres, quand on compare les différentes sociétés, mais surtout c'est que cette prééminence d'un lien, de l'un d'entre eux, la prééminence de l'un d'entre eux, se traduit par une imprégnation de sa force normative sur les autres liens jusqu'à les en rendre dépendants. C'est bien que, en fait, quand on prend en compte, par exemple, le Brésil, la société brésilienne, on voit que le lien de filiation a pour effet de se diffuser finalement dans l'ensemble de la société en permettant à la morale domestique de pénétrer d'autres sphères de la morale. Si bien que dans l'espace public n'existe pas autant que dans d'autres sociétés parce qu'il est totalement pénétré par une logique qui relève d'une morale qui est la morale domestique, c'est-à-dire l'intérêt privé.
prime souvent sur des intérêts collectifs. Lorsqu'un type de lien est prééminent, la morale qui s'y réfère s'immisce dans les autres sphères de la morale jusqu'à leur faire perdre une partie de leur spécificité, ce qui a pour effet de refaçonner les autres types de liens. Prenons un exemple, lorsque le lien de filiation est fort dans tel ou tel pays, les autres types de liens sont particulièrement faibles. En réalité, la morale domestique associée à ce type de lien se diffuse dans les autres sphères de la morale collective jusqu'à aboutir à une porosité de la frontière entre l'espace privé et l'espace public. Ce que l'on rencontre fréquemment dans les pays latino-américains et dans d'autres zones du monde, bien entendu. Plusieurs autres exemples ont été apportés dans mon livre à cette argumentation à partir de la comparaison de pays que j'ai étudiés de façon plus approfondie, en plus des pays latino-américains, le Japon par exemple, les États-Unis, la France ou d'autres pays européens, les pays nordiques, en particulier la Norvège. Je soutiens que l'analyse de la matrice des liens sociaux propres à une société est un moyen d'étudier les inégalités et les rapports de domination qui la caractérisent. D'une certaine manière, cette matrice, une fois caractérisée, relève à la fois comment les différentes sphères de la morale collective s'agencent pour former un tout social et garantir par là même une forme de cohésion sociale générale, mais aussi les mécanismes sous-jacents et souvent dissimulés par lesquels se reproduisent les inégalités et par conséquent la structure sociale. La théorie de l'attachement social telle que j'ai essayé d'en définir les contours est à la fois l'héritière des recherches florissantes menées en psychologie et du socle laissé par le fondateur de la sociologie française et le résultat des acquis de la sociologie comparatiste, fondée sur une approche non normative des sociétés modernes et sensible à la diversité. Comme toute théorie, elle est appelée à être prolongée et enrichie. J'en explore quelques pistes en conclusion de mon ouvrage, notamment sur le développement social, les inégalités, les luttes et les formes de résistance à l'oppression. J'interroge aussi l'ambition universaliste lorsque les frontières de la solidarité humaine s'élargissent à la planète tout entière. On peut penser en effet que cette théorie ouvre un vaste champ de recherche presque inépuisable puisqu'elle revient à interroger dans une société d'individus autonomes et de plus en plus soumis à l'injonction d'autonomie, ce qui contribue malgré tout à faire d'eux des êtres sociaux complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire des êtres anthropologiquement solidaires sous des formes d'attachement variées et évolutives. Je vous remercie. Nós agradecemos ao professor Pogam e temos tempo para dialogar. Nous vous remercions, le professeur Podam, et nous avons alors quelques moments, 10 minutes pour la discussion, 10 bonnes minutes. Quem começa? Então vai. Você queria falar primeiro? Posso falar primeiro? Posso começar? Não, a Nádia falou que é bom. Sérgio, obrigada pela palestra. Eu queria... Serge, merci de votre conférence. J'ai deux questions. D'abord, d'une manière très courageuse, vous reprenez toute cette discussion, cette approche, comme vous l'avez dit, d'une nature plutôt structurelle. Vous reprenez l'ancien Durkheim, vous reprenez la notion de société. Je me demande alors si vous pourriez dialoguer également. En fait, de quelle manière votre approche a été accueillie et quel est le type d'argumentation que vous mettez en œuvre pour se placer contre toutes les approches post-structuralistes. L'idée qu'il n'y a pas de société, ça n'a pas de sens de parler de société, et donc d'une morale collective, etc. Tout ceci, non seulement au sein de la sociologie,
mais dans d'autres disciplines, tout ça, ça a été, en fait, ça a été éliminé dans les dernières décennies. Cet imaginaire, ce que vous montrez ici, c'est ce qu'on appelle une mandala. C'est mosaïque et la mandala, la représentation, est justement parce qu'elle veut rendre compte de tout, de toutes les liaisons, de tous les liens. Si l'on pense que la logique de base de cette mosaïque, c'est le mandala, ça fait un sens parce qu'on voit que tout est relié et que nous parlons de relations. Je fais tout de suite. Au microphone, s'il vous plaît, pour la traduction. Bonjour et merci beaucoup Serge. C'était magnifique, mais la complexité de ta théorie est tellement grande que je voudrais juste entendre un peu plus. D'abord, sur la question de la méthode, parce que la question pour Durkheim est que la psychologie, comme tu sais, non, elle est complètement exclue de la sociologie. Représentation individuelle, représentation collective, le texte de 97. Donc, mais il ne faisait pas des interviews comme toi. Il ne faisait pas, donc il n'y a pas d'approche et des méthodes. D'après les opinions des individus, il y a des représentations collectives. Donc, il y a une tension méthodologique. Et donc, je me demande si c'est par Maurice Alvax et peut-être Paul Falconet et toutes les recherches des années 30 sur les niveaux de vie des classes populaires, etc., qui vous avez ou qui tu as fait pour développer et complexifier Durkheim. Donc ça, c'est une question. Et la deuxième question, la question de l'État. Parce que quand on pense dans les classes populaires, on pense aussi des endroits et des lieux dont l'État n'est pas présent au Brésil. Au moins au Brésil. En France, c'est différent. Donc, quel est le rôle que la présence ou l'absence de participation de l'État il peut avoir dans des communautés, dans des sociétés pauvres, par rapport à cette question, quel est le point, non, qui peut expliquer un peu cet attachement. Merci. Então, bom, prazer em vê-lo aqui. O senhor teve a gentileza de me dar o seu livro de presente. Bonjour, vous avez eu la gentillesse de m'offrir votre livre et que j'ai déjà feuilleté. J'ai en fait une question de touriste. Il y a une basilique à Rome, San Pietro in Vincoli. Ça veut dire San Pietro enchaîné. Et c'est ce mot-là, Vincoli, je l'ai associé à des chaînes. C'est quelque chose qui a une certaine saveur de grillon, d'enchaînement. Ma question, mon commentaire est lorsque la présentation de l'attachement est présentée comme étant positif d'une manière générale, n'y a-t-il pas l'autre côté? Car les liens aussi, ils attachent, ils enchaînent, ils limitent. Ce serait le dark side, le côté obscur. Il y a déjà tellement de questions qui méritent de beau développement. Juste additionner à la question du positionnement dans le champ, notamment en lien avec les écoles postmodernistes. Dans le champ français, pardon de faire ce petit écho, mais dans le champ français, Bernard Lahire, dans le sens de ta conclusion, a cherché aussi à revenir l'an passé sur les structures fondamentales des sociétés humaines, en ouvrant sur peut-être une thématique très mondes en transition, hein, le lien avec les questions environnementales. Si dans la réponse sur le positionnement dans le champ, tu peux ajouter un mot là-dessus, c'est volontiers.
Bon, enchanté de faire votre connaissance et votre exposition, extrêmement intéressante. Vous avez fait établir donc un certain nombre de liens, une matrice de liens. Et ce que je me demande, si dans toutes les études que vous avez faites par rapport aux diverses sociétés et peuples, si ces liens affectent d'une manière directe ou pas le progrès social et économique, et si c'est pas l'inverse, suivant, disons, absolument l'inverse, qui définit donc finalement ces liens, qui part donc de haut en bas. Voilà, c'est là ma question. Bon, Serge. En tout cas, merci beaucoup pour ces excellentes questions. Vraiment, je suis très, très content de la discussion que nous pouvons avoir. Je suis désolé, j'ai fait un exposé un peu long qui nous donne finalement pas beaucoup de temps pour discuter, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Alors, je les reprends toutes. Alors, la question qui me pose problème, et je l'ai dit d'ailleurs dans le livre, c'est que pour certains sociologues, la société n'existe plus. Et donc, moi, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. C'est-à-dire que je fais des comparaisons internationales pour montrer qu'il y a des variations considérables d'une société à l'autre et qu'elles sont organisées sur des bases normatives différentes, et qui ne sont pas les mêmes et qu'il faut essayer de comprendre ce qui les distingue les unes des autres. Donc, quand on dit aujourd'hui que même le social, l'idée même du social, qui est la base de la construction de la sociologie, même la question du social, pour certains penseurs de postmodernistes, le social est à rayer de la carte. On ne peut plus parler du social comme on en parlait jusqu'ici. Et moi, j'essaye de montrer justement que ce n'est pas parce qu'on vit dans des sociétés modernes qui sont connectées les unes aux autres que pour autant les sociétés disparaissent et qu'il n'y a plus de différence. Parce que être socialisé dans une société, ce n'est pas la même façon que d'être socialisé dans une autre. Et donc, il faut analyser les mécanismes par lesquels se constitue la socialisation des individus. Alors, bien sûr, il y a des modes différents de socialisation dans une société donnée parce qu'il y a des classes sociales différentes, il y a des quartiers différents, etc. Mais il y a malgré tout dans la société des formes de socialisation qu'on va retrouver dans une société qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Alors même qu'on pourra dire, les jeunes effectivement sont connectés, ils ont des portables, ils sont toujours sur les réseaux, etc. Mais quand vous regardez comment ils vivent et ce à quoi ils croient et comment ils organisent leur vie, vous vous apercevez que ce n'est pas la même chose de vivre au Brésil que de vivre en France ou de vivre au Danemark. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, me frappe. C'est-à-dire qu'il y a une résistance des structures sociales qu'il faut étudier en tant que telles. Et étudier la structuration des sociétés modernes me semble aujourd'hui capitale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que... Alors, ça ne veut pas dire que je tombe dans le structuralisme pur et dur. Au contraire, j'essaye plutôt d'aménager, de voir, de ne pas perdre de vue cette importance de la structuration des sociétés modernes, tout en prenant en compte, et j'en arrive à la question de la méthode après, d'autres dimensions que celles que les structuralistes de la première heure ont prises en compte. Mais on ne peut, sur le fond, pas négliger la structuration des sociétés modernes. Et je crois que ça, c'est quelque chose que, en tout cas, s'il faut partir en guerre contre certaines écoles, moi en tout cas, je suis de la vieille école et je vais combattre les écoles dites postmodernistes. Voilà. Donc et je vais montrer que tout en comprenant la logique et la dynamique des sociétés modernes, il faut jamais perdre de vue la structuration différenciée des sociétés modernes. Voilà, donc ça c'est ma première réponse. Comment je me positionne dans le champ? Je me positionne pas comme un vieux ringard durkheimien de la première heure. Au contraire, j'adapte Durkheim. Durkheim, il a fait aussi des raisonnements qui, à mon avis, ne tiennent plus aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer de certains de ses travaux qui sont encore aujourd'hui très pertinents. Voilà, ça c'était pour la première question. Ce qui renvoie un peu à la deuxième que tu as posée, Freya, parce que c'est effectivement l'idée que le tout existe, que c'est important de ne pas trop séparer. Ça, c'est Mauss qui le dit. Hein. Mauss est vraiment... on va étudier... Les sociologues ont tendance à étudier des choses
très qu'ils délimitent dans un espace de façon très précise, et ils en oublient de prendre en compte le tout. Et donc le tout, c'est justement les structures sociales. Et je pense qu'il faut s'efforcer de comprendre le tout. Aujourd'hui, c'est encore possible. Et je parle du tout social dans cette perspective maussienne. Et les comparaisons internationales ou les comparaisons de régions ou de sociétés ont pour objectif de faire ressortir ce tout. Donc ça, je pourrais continuer là-dessus. Alors la question sur la méthodologie, évidemment, moi je suis beaucoup plus proche dans la façon de concevoir la sociologie finalement de ceux qui ont fait progresser la théorie durkheimienne. Alvax, je suis encore le directeur du centre Maurice Alvax en France, donc effectivement je suis très attaché à la pensée d'Alvax, qui a fait évoluer l'école durkheimienne en prenant en compte, sous l'influence d'ailleurs de Max Weber et de la sociologie allemande, le sens des expériences vécues. Il a attaché beaucoup d'importance à la psychologie collective. Et donc, pour lui, l'intégration est aussi une intégration stratifiée, socialement stratifiée, qu'il faut étudier de façon spécifique selon les différentes strates de la société. Donc, je suis alvaxien tout autant que durkheimien. Mais si je dois trouver une filiation, c'est bien l'école durkheimienne, qui va de Durkheim à Mauss, à Alvax, jusqu'à Bourdieu aujourd'hui d'une certaine manière. Donc c'est ce fil-là qu'il faut continuer à tirer et à montrer comment, dans cette tradition-là, on peut aussi concevoir des progrès encore aujourd'hui et qu'on peut toujours innover. En tout cas, il me semble que dans la méthode, il n'y a aujourd'hui aucune difficulté à dialoguer, notamment avec la psychologie, parce que la psychologie fait partie du tout social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la société indépendamment de la psychologie. Et donc, la psychologie collective, c'est d'une certaine manière une façon de faire de la sociologie. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Et c'est un peu dans cette perspective-là que je me situe encore aujourd'hui. Alors, la question sur l'État, elle est quand même tout à fait intéressante. Ça me fait penser à tu me parlais de certaines zones du Brésil qui sont sans État, ça me fait penser à une thèse que j'ai dirigée d'une étudiante franco-portugaise qui a fait une thèse sur l'Amazonie et qui a étudié, et Nadia la connaît, c'est Lauriane dos Santos, qui a étudié ce qui se passe dans les régions les plus reculées d'Amazonie où il n'y a pas d'État, où l'État n'est pas encore arrivé. Il en existe. Et il y a une initiative qui a été prise, c'est de faire apporter la justice par un bateau qui descend le fleuve Amazone pour aller faire la justice chez les ribeirinhos, chez tous ces peuples qui sont en dehors des lois du Brésil, enfin qui vivent et qui essayent justement de survivre au quotidien. Ce ne sont pas des peuples indigènes, ce sont des ribeirinhos. Et donc, l'État était jusqu'ici totalement absent. C'est-à-dire que ces ribeirinhos, pour exister, ils existent comme ils peuvent, avec d'ailleurs des relations fondées sur la famille, avec parfois d'ailleurs, Lauriane dos Santos a découvert que des situations d'inceste très organisées parmi ces ribeirinhos. Donc, effectivement, les normes sociales ne sont pas tout à fait celles de la société brésilienne. Donc, l'État n'était pas là pour dire que l'inceste est interdit. Non, l'inceste était pratiqué chez les ribeirinhos. Alors, la loi de Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste, c'est en tout cas pas vérifié partout. Ça existe. Et donc, elle a recueilli des principes comme quoi c'était normal que ce soit le père qui initie ses filles à l'éducation sexuelle. Donc, c'est quelque chose qui apparaissait comme normal. Donc, la justice arrive. La justice dit, non, il y a des normes qui ne peuvent pas être tolérables
dans cette région du Brésil. Et sur ce point-là, en particulier, il faut respecter des normes que si l'État n'est pas là, effectivement, il va y avoir des formes d'organisation qui vont s'écarter de la logique. Et donc, on voit quand même que l'État brésilien s'efforce de pénétrer aussi dans ces zones où l'État est absent et d'être présent. Alors, les juges arrivent avec en tenue en short, en portant des havaianas. Il n'y a plus du tout le protocole du juge avec sa toge, etc. Non, c'est la justice du quotidien, mais c'est tout à fait saisissant. Alors, donc effectivement, dans la construction d'une société, l'État joue un rôle fondamental. Effectivement, l'État est quand même... dire qu'il n'y a plus de société, ça voudrait dire que finalement l'État n'existe pas, parce que l'État structure la société. L'État agit sur les structures sociales. L'État organise les structures sociales. Donc il faut dire que les sociétés existent aussi parce qu'il y a toujours un État. Il y a toujours un État. Que l'État n'a... Ça, il faut simplement dire aux théories postmodernistes que l'État existe quand même et que l'État a une force sur les individus. Alors après, c'est vrai que je suis un peu long dans mes explications, mais bon, je fais des... La question des liens, il y a des liens qui libèrent, mais les liens ne font pas que libérer. Et donc, dans certains cas, on a plutôt envie de se débarrasser de certains liens qui nous oppressent. Parce que effectivement, les rapports sociaux sont aussi organisés sur une base dans laquelle la domination existe, l'oppression existe au quotidien. Donc, parfois, le lien étouffe tellement qu'on trouverait plutôt de la liberté en sortant de ce lien, en rompant avec ces types de liens. Et donc, je n'ai pas une vision totalement que positive de ces liens. J'essaye aussi d'entrer la complexité pour essayer de voir qu'il y a des relations asymétriques, par exemple, qui sont des relations de domination, que la théorie de l'attachement social peut aussi, ça peut aussi les éclairer. Donc, nos rapports sociaux ne sont pas seulement, bien sûr, des liens, ça serait trop beau, si c'était des liens où tout le monde est uni, rattaché aux autres dans la joie et la bonne humeur. Non, c'est des liens qui sont aussi très inégaux et qui se traduisent par des rapports de domination qu'il faut, bien sûr, prendre en compte. Et justement, la théorie de l'attachement social me semble être une théorie qui permet justement d'analyser ces rapports de domination. La question sur le progrès social, elle est évidemment dans toutes les conférences que j'ai pu faire en présentant les régimes d'attachement social. Je n'y coupe pas. Est-ce que finalement ces différents types de régimes, c'est l'effet de la civilisation? Est-ce qu'il y a une logique de progression des sociétés vers un progrès social, en fait, je refuse un petit peu d'entrer dans cette logique. Même si quand je croise les différents régimes avec des indicateurs objectifs de croissance, de développement humain, de réduction des inégalités, de genre, de classe sociale, de race, je dirais que c'est pas dans les régimes familialistes qu'on trouve les meilleures conditions d'épanouissement des individus selon des normes d'égalité. Ça, je suis obligé de le dire. Ça fait partie des indicateurs. Mais je ne peux pas dire qu'il existe une voie unique de développement des sociétés. Ça, c'est démenti totalement. Le Japon, par exemple, est un bel exemple. Le Japon est familialiste. C'est la 3e puissance économique mondiale. Et le Japon a un régime aujourd'hui familialiste et où les inégalités de genre sont vraiment très importantes. Je pense qu'elles sont plus élevées au Japon qu'elles sont au Brésil, parce que les femmes japonaises sont beaucoup plus renfermées sur la sphère domestique que les femmes brésiliennes. Les femmes brésiliennes ont un taux d'activité qui est quand même assez élevé comparativement à d'autres sociétés. Donc, vous voyez que c'est compliqué, qu'il n'y a pas une voie unique. Chaque société évolue à partir d'une trame historique qui lui est propre, et la matrice des liens sociaux qui se dégage dans une société est l'effet de cet ancrage historique, de ces formes de socialisation qui se sont institutionnalisées dans des règles qui peuvent évoluer, mais qui caractérisent une société à un moment donné.
Donc, je vais à l'encontre de l'idée, de la possibilité de voir dans mon travail une perspective en termes d'évolution unique des sociétés modernes. Bom, agradecer a todos, especialmente ao professor Je voudrais Pogam. remercier tout le monde et en particulier le professeur Pogam. Ça a été une après-midi très riche de réflexion, très dense. Voilà, donc reposez-vous bien.